Pour soutenir cette chaîne, ou simplement me remercier, ou m'encourager, vous pouvez faire un don à partir de 1 € à mon association via le lien PayPal en description. Je cesse les consultations à tarif prédéfini, car j'ai observé au cours de l'expérience qu'elles conditionnent l'échange en une relation limitante, infantilisante et trop superficielle. En effet, chaque échange est spécifique et prend des formes particulières, à chaque fois nouvelles, en fonction de la sensibilité et de la vibration propre à chacun. Vous pouvez donc toujours me contacter pour bénéficier de mes perceptions, cependant aucun tarif n'est prédéfini. C'est à vous de savoir ce que vous voulez, pouvez donner ou pas, quand vous estimez que c'est le moment et que les échanges ont été suffisamment constructifs, évolutifs et bénéfiques pour vous. Bisous. Spéciale dédicace à tous les niaiseux, à tous les merdeux qui sont encore là, à se traîner la teub sur YouTube, alors qu'ils devraient faire des choses plus intéressantes dans leur vie. Je vais vous les faire chier, vos émoticônes. Je vais vous les faire chier, toutes vos licornes. Je vais vous la faire chier, votre fausse lumière. Jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus de chier. Il est venu le temps de hurler qui l'on est. Il est venu le temps de hurler qui l'on est. Il est venu le temps de hurler son amour pour la vie. Il est venu le temps d'atomiser tout ce qui n'est pas vrai. Il est temps de... Il est temps de chier cette putain de licorne d'artifice et de faire passer la corne par... Je suis pas une meuf sympa et je viens juste de me réveiller. Alors attention, ça va chier. Maintenant fini de niaiser. Cessons d'être polis, cessons d'être gentils, soyons réels. Voilà donc l'élément le plus intéressant de cette vidéo, qui est assez longue, c'est le phénomène du transfert et la compréhension que j'en ai eue par le biais de l'expérience, donc que je vais vous partager là sous forme condensée pour éviter ceux qui n'auraient pas trop le temps de se taper la vidéo entière. Dans une relation de type thérapeutique. Alors, encore une fois, j'aime pas ce terme, mais malheureusement, je vois pas d'autres mots. On pourrait dire échange. Il faudrait que je trouve un autre terme, en fait. Pour l'instant, j'ai pas encore de terme adéquat. Donc, à partir du moment où il y a une personne qui est dans le besoin, donc soit qui est dans une forme d'inertie, de dépression, de blocage, peu importe, et qu'elle va faire appel à une autre personne pour l'aider. Moi-même, je suis passée par là, c'est-à-dire que j'ai fait appel à un thérapeute. À partir de ce moment-là, il va se produire un phénomène obligatoire. De toute façon, ça, on ne peut pas y
couper, c'est la relation de dépendance. Parce que qui dit blocage, inertie, paralysie ou dépression, et qui dit appel à une personne extérieure, dit forcément dépendance. Et oui, on a besoin de l'autre, on a besoin d'une tierce personne pour nous aider à un moment donné. Voilà. Dans ce type d'échange, il peut se produire, en fait il se produit toujours, le phénomène du transfert. Alors le transfert va prendre des formes différentes. Ça peut être un transfert de type amoureux. Donc ça avait été vachement étudié par les psychanalystes, hein, la patiente, à un moment où le patient qui tombe amoureux de son psy. Donc, la personne en face, donc le psy ou le thérapeute, doit obligatoirement casser cette forme-là. Où le psy doit confronter son patient à la réalité de son transfert. Car s'il ne le fait pas, il va nourrir de faux espoirs et il va nourrir une illusion. Quand un patient fait un transfert sur son thérapeute amoureux, c'est bien sûr un phénomène de compensation à son mal-être. Donc en gros, il s'apporte un petit peu de magie dans la vie pour se sentir mieux. Mais c'est toujours par non-amour de soi. Pourquoi je dis ça? Parce que, normalement, on tombe toujours amoureux des personnes qui vont nous aimer. Quand on est suffisamment harmonisé, ou tout du moins suffisamment en phase avec soi-même, on tombe jamais amoureux d'une personne qui ne peut pas nous aimer. Quand on tombe amoureux de quelqu'un qui ne peut pas nous aimer, c'est qu'il y a un non-amour en soi, un rejet de soi. Parce que ça se sait toujours. On ne tombe pas amoureux par hasard. On tombe amoureux parce qu'il y a une correspondance quelque part. Donc, que ça va être réciproque. Une fois, mais je le redis, hein, à condition d'être suffisamment, d'avoir suffisamment d'harmonisation, de centricité et d'amour propre, bien sûr. Les relations impossibles, par exemple, celles de patient-thérapeute, sont des relations, comment on pourrait dire, disharmoniques. Ensuite, donc, il y a d'autres transferts qui peuvent se faire. Donc, si par exemple, il s'agit de deux femmes, bon, pas forcément deux femmes, mais ça peut être aussi un homme et une femme, hein, le transfert par le biais de la jalousie. Donc la jalousie, c'est un petit peu l'inverse de l'état amoureux, c'est-à-dire que, bon, dans les deux cas, on projette quelque chose qui nous manque sur l'autre. Hein, quand on tombe amoureux, c'est qu'on projette un truc qui nous manque sur l'autre. Et quand on est jaloux, c'est que, pareil, on a vu un truc chez l'autre que nous, on n'avait pas. Donc on aimerait l'avoir. Donc on est jaloux. Donc c'est encore un transfert. Et la personne en face donc, doit pouvoir confronter celui qui fait le transfert à la réalité de son transfert. Ensuite, il y a le transfert des ténèbres. Donc, ça, c'est un passage un petit peu obligatoire. Et d'ailleurs, même carrément obligatoire, toutes les, on va dire, les personnes qui ont, par exemple, qui proposent des thérapies, on va dire, alternatives, ou des personnes, on va dire, comme une sorte de maîtres, de maîtres spirituels, peu importe, qui reçoivent pour un travail approfondi. Parce que le transfert des ténèbres, ça arrive quand il y a un début de travail approfondi. Voilà. Ça arrive forcément où le patient ou l'adepte, ou peu importe, ou le disciple, va en arriver à se demander si son maître ou son thérapeute, ou peu importe, n'est pas le diable en personne. Ça, c'est... Donc, c'est donc la personne qui projette ses ténèbres, parce que le diable est toujours intérieur, qui projette ses ténèbres sur une personne extérieure. Donc, si c'est son thérapeute, parce que c'est celui qui est disponible, c'est-à-dire que, on pourrait dire l'aidant, voilà, on va appeler ça l'aidant, on va plus appeler ça thérapeute, je vais appeler ça l'aidant. L'aidant, il est disponible, il est là pour accompagner, donc c'est la personne
sur laquelle le patient va pouvoir effectuer tous les transferts qu'il a besoin d'effectuer, parce que le problème de la souffrance, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on souffre, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a dans le bide, on ne sait pas ce qu'on a dans les tripes. Donc on projette à l'extérieur, comme ça nous permet de voir. Donc, moi je vais faire un petit, comment on appelle ça, petit retour sur mon expérience personnelle. J'avais fait appel à un thérapeute parce que c'était la seule personne qui avait été foutue de me rentrer dans l'art et de me confronter à ma noirceur, qui à l'époque se manifestait par une forme de castration sur mon compagnon. Il m'a confronté à cette réalité avec une grande froideur et un absolu détachement, une non-émotion, avec beaucoup de réel. Voilà, avec beaucoup de réel. Et ça m'a percuté de plein fouet. Si bien que ça m'a projeté d'ailleurs dans mes 3 jours de ténèbres, mais ça, je n'ai pas envie d'en parler maintenant parce que c'est un détail personnel, peut-être que j'en parlerai une autre fois, peu importe. Donc c'est ce qui a fait que j'ai voulu travailler avec lui. Parce que j'ai reconnu que c'était quelqu'un de réel. Mais là où, forcément, je suis rentrée dans une relation de dépendance vis-à-vis de son protocole de travail. Donc j'étais dépendante de ses ordonnances, de ce qu'il me demandait de faire, de ses conseils, de tout ça. Et là où le travail a commencé, c'est là où il s'est terminé. Mais c'est toujours comme ça. C'est pour ça que moi, je suis en train de réaliser que je vais devenir en fait coach d'envoyer chier, parce que tout réside dans la capacité d'envoyer chier. J'ai, à un moment donné, remis en question la qualité de ses méthodes, le professionnalisme plutôt de sa méthode. Parce que j'avais relevé certains points qui, pour moi, selon moi, n'étaient pas assez professionnels. Il faut dire que je suis une meuf quand même assez chiante. J'ai toujours été chiante et de toute façon, c'est comme ça. Donc, je lui ai envoyé un mail pour, on va dire, critiquer son protocole de travail. J'avais conscience que j'envoyais une bombe, de toute façon, parce que je savais aussi que cette personne, malgré ses grandes qualités, était quand même, se prenait un tout petit peu trop au sérieux, quand même. Voilà. Et ça me dérangeait parce que, voilà, c'est bien de faire les choses sérieusement, mais de se prendre au sérieux, bah non, ça nourrit l'orgueil, quoi, merde, putain. Waouh. Bon, bref, c'est du passé. Je lui ai envoyé ça, et quelques heures plus tard, je me suis reçu en pleine tronche un mail d'insulte, mais un truc comme jamais, mais jamais de ma vie j'avais reçu. Jamais j'avais reçu ça. Donc en fait, j'avais touché quelque chose, c'est cette personne qui, en gros, avait éveillé sa colère, ses ténèbres, et il m'avait tout projeté dans la tronche en me disant que j'étais, on va dire, l'enfant du diable, hein, pour simplifier. Et là, quel effet ça a eu sur moi? En effet miroir. C'était très intéressant. Parce qu'en effet miroir, j'ai vu, en fait, tout le non-amour que j'avais en moi. Toute la haine de moi que j'avais en moi. Il me l'a montré en pleine face. Alors, ça ne faisait pas tout à fait partie de son protocole de travail parce que, en m'envoyant tout ça, il n'était pas tout à fait dans la maîtrise. C'est-à-dire qu'il s'est laissé emporter émotionnellement. Donc, il y avait encore des fragilités dans son approche. Cependant, ça a été efficace pour moi. Donc, je dirais que c'était tout de même concluant. Moi, je ne vais pas juger. Après tout, peut-être que c'était nécessaire qu'il se laisse légèrement emporter par l'émotionnel parce que c'est ce qui a fait que ce mail a été extrêmement puissant. Donc, j'ai eu en pleine face le non-amour que j'avais en moi. Je me suis instantanément effondrée sur moi-même. Je me suis effondrée sur moi-même en pleurs. Et là, oui, là, c'était de la gratitude. Là, oui, on pouvait parler de gratitude. Parce que j'ai pleuré de tout ce temps où je ne m'étais pas aimée moi-même. J'ai pleuré de toute cette violence indirecte que je m'étais infligée envers moi-même sans même en avoir conscience. Et mes pleurs, c'était des pleurs d'amour propre, c'était des pleurs de purification par l'amour de moi-même. Mais rien à voir avec l'ego, avec l'orgueil. Là, c'était réel.
Et là, j'ai senti, il est en train de se passer quelque chose. Ça y est, je suis lancée. Ça y est, je vais être propulsée. Dans quoi? Dans mon propre vortex. J'ai senti qu'à partir de là, je n'avais plus besoin de personne. Comme dans la chanson de Véronique Sanson. Besoin de personne. Et là, mais c'était un jour extraordinaire, mais pour moi, mémorable, grandiose. Forcément, j'ai eu envie de le remercier, cette personne, et de lui envoyer, mais je ne lui ai rien envoyé parce que je savais qu'elle n'allait pas comprendre. Donc, j'ai rien fait. Mais je lui dis encore merci. Je lui dis merci pour ça. Et ça a été un point de départ parce que ça s'est passé par la colère. J'ai eu besoin qu'on me montre la colère en face, qu'on m'envoie de la colère pour avoir cet électrochoc. C'est pas micro, c'était un putain d'électrochoc. Un électrochoc qui m'a ramené sur moi-même, à ma réalité de non-amour, et paf, directement, instantanément, paf, j'ai reçu l'amour de moi-même. J'ai été envahie par l'amour de moi-même. J'ai récupéré l'amour de moi-même. Alors j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Et c'est là que le processus a commencé et que la purification cellulaire a commencé, la purification des mémoires de rejet et de non-amour. Voilà. Donc c'est pas un truc de niaiseux. Hein. Le travail, c'est pas du tout un truc de niaiseux. Et très peu de personnes sont capables, je parle des thérapeutes, sont capables de s'autoriser d'être réels. Parce que pour ça, déjà, il ne faut pas avoir peur de perdre des clients. Parce que, eh oui, si tu es réel, tu vas envoyer chier. Eh bien, tu vas perdre des clients. Eh oui. Parce que le but, c'est de perdre les clients. C'est ça le truc. Le but, c'est de perdre les clients. Le but, c'est que le client, le patient, en arrive, lui, à envoyer chier son thérapeute. À lui dire, mais en fait, t'es qu'un enculé. J'ai plus besoin de toi. Le transfert. Là, le transfert constructif. J'ai plus besoin de toi. Ciao, bye bye. Et c'est là que la personne, elle récupère sa souveraineté au sens réel, pas au sens niaiseux, au sens réel. Elle sait à partir de ce moment-là que de toute façon, personne ne peut l'aider aussi bien qu'elle-même. Donc, un vrai thérapeute, c'est une personne qui a comme ligne de conduite de perdre des clients. Certes, il faut pouvoir, le passage par la dépendance et le transfert est obligatoire et nécessaire. Mais il faut savoir à quel moment, alors, il faut envoyer chier. Si le patient est trop dépendant, a nourri trop de dépendance, alors, il y a un moment donné où il faut l'envoyer chier. Et c'est là que ça commence. Ou bien alors, il faut créer des conditions insupportables à l'autre. Ça, c'est un truc que je pratique aussi. Il faut créer des... Parce que, vu que je suis insupportable, créer des conditions insupportables à l'autre pour qu'il en vienne à vomir, à ne plus supporter son aidant, son thérapeute. Donc, par exemple, s'il y a une personne... non, mais c'est toujours du cas par cas, de toute façon. Mais s'il y a une personne qui est... comment dirais-je, extrêmement a besoin, surtout dans le supramental, a un surbesoin d'intelligence, parce que des fois d'être trop intelligent c'est aussi un problème, hein, un surbesoin de profondeur, d'intelligence, de clairvoyance, peu importe, ben, je vais lui envoyer de la niaiserie. Parce que je sais qu'à un moment donné, parce que j'ai senti que c'était le moment de dégoûter l'autre de moi. Voilà. Bon, il y a tout un tas de techniques, mais qui n'en sont pas, parce qu'elles s'improvisent à chaque fois, pour justement se débarrasser de manière constructive de celui qui a commencé à nourrir un tout petit peu trop de dépendance. Mais c'est justement au moment où il y a la dépendance un peu trop intense qui s'est mise en place, que c'est là que l'aidant ou le thérapeute doit tout péter. Ouais.
Bon voilà, affaire à suivre. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et j'ai bien sûr, enfin j'ai oublié le plus important des transferts, le transfert d'ego. Quand une personne se manifeste en son nom, donc récupère sa souveraineté, et s'exprime en son nom, communique sur son savoir, sur ses perceptions, sur sa dimension, comme ce que je suis en train de faire en ce moment avec cette chaîne YouTube, forcément, il y a de l'ego. S'il n'y a pas d'ego, si j'avais pas d'ego, je pourrais pas faire ce que je fais. Donc, l'ego, c'est demande à être ajusté, positionné pour être au service de ce que la personne développe de son travail, de ce qu'elle partage, de ce qu'elle donne, de ce qu'elle amène, de sa contribution. Parce qu'en fait, on est tous là pour bosser, on est tous là pour amener une contribution, on va dire pour rendre ce monde meilleur, alors ça c'est un peu niais, mais on va dire pour permettre, moi je dirais, pour permettre le développement de la conscience individuelle, quoi. Voilà, c'est ça le boulot. On est là pour bosser pour ça. Et pour ça, il faut avoir un ego bien ajusté. Les femmes trop effacées, ou les hommes trop effacés, ils peuvent pas s'exprimer en public. Ils peuvent pas parler en leur nom. Alors soit ils vont parler par citation, ils vont se ranger derrière d'autres paroles, ou bien ils vont carrément fermer leur gueule. Donc, moi j'ai dû ajuster mon ego pour faire ça. Donc, le phénomène du transfert de l'ego va se manifester, par exemple, à travers donc les commentaires, par des personnes qui vont me renvoyer à mon orgueil. Mais ces personnes, pourquoi elles me renvoient à leur orgueil? Parce qu'elles-mêmes, elles sont renvoyées à un non-ajustement de leur ego. C'est-à-dire que les personnes qui sont dérangées par mon ego, donc par exemple qui pourraient me trouver trop prétentieuse, trop arrogante, trop ceci, trop cela, c'est-à-dire trop, c'est que elles ont un petit souci avec leur ego qui est mal ajusté. Elles vivent mal le comment dire, elles ont une non-intégration de leur ego, donc elles sont dérangées par mon ego. Parce qu'en soi, oui, si vous trouvez qu'il y a trop ceci, trop cela, c'est que vous trouvez que je suis pas bien, vous êtes dérangé, tout simplement, il y a quelque chose qui vous dérange. Et s'il y a quelque chose qui vous dérange chez l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange en vous. Ah, sujet tabou, hein. Enfin, ça c'est l'éternel sujet tabou, parce que c'est celui qui dit qui y est, c'est qui peut mettre le feu aux poudres. Alors, petite précision. En effet, une personne qui vous trouve juste nul ou sans intérêt ne va même pas s'énerver contre vous, parce que l'énervement, c'est de l'excitation d'une partie de soi non intégrée. Elle va juste s'en battre les reins et passer son chemin et vous ignorer vu qu'elle s'en fout. Donc s'il y a un truc qui vous excite, qui vous énerve, c'est qu'il y a une partie de vous qui est pas intégrée, ok? Les choses soient claires, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça. Toujours comme ça. En fait, à partir du moment où vous créez quelque chose dans l'autre, déjà c'est intéressant. Le but, c'est ça, hein, c'est de créer des choses. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais à un concert qui m'avait pas mis bien. Parce que je trouvais que c'était trop obscur. Et ben, ça m'avait renvoyé à mes ténèbres. À partir du moment où vous jugez quelque chose, ah, ça c'est obscur, ah, ça c'est astral, ah, ça c'est des forces, ça c'est ceci, cela. Waouh, ça c'est vos ténèbres qui sont pas intégrées. Donc c'est pareil pour tout, pour l'ego, pour tout ce qui est créé en nous, en termes d'émotion, en termes d'excitation, d'énervement, de suggestion. Parce qu'il y a une vérité, et ça ce sera toujours vrai, c'est que c'est celui qui le dit qui y est. Pour autant, si vous dites à l'autre quelque chose, c'est aussi que l'autre a besoin d'entendre aussi cette chose.
Parce qu'il y a aussi l'effet miroir. Toujours, il y a toujours l'effet miroir. Donc moi, j'ai toujours à prendre de l'information quand quelqu'un me fait une critique ou une remarque. Toujours. Si je suis uniquement planqué derrière mon « oh, c'est celui qui le dit qui y est », ben en fait, je me coupe de la possibilité, moi-même, d'évoluer en conscience. Donc je dois prendre note de tout. Même des insultes. Pour autant, je ne suis pas touchée émotionnellement ou personnellement par ces insultes, parce que si je suis touchée émotionnellement, ça veut dire que j'ai une faille, et qu'il y a un truc qui ne va pas, ou que je ne suis pas totalement dans mon amour-propre. Et je précise que l'amour-propre n'a rien à voir avec l'orgueil. L'amour-propre, c'est la nécessité absolue, c'est ce qu'on doit développer absolument. Sans amour-propre, on est dans l'autodestruction, ou dans la dévalorisation de soi, et ça, ce n'est plus acceptable. Moi, mon taf, ça fait partie aussi d'amener les gens à intégrer totalement leur amour-propre. On est obligé de s'aimer soi-même, il n'y a pas le choix. Sinon, on se détruit, et on détruit les autres. Bon, bref. Donc, le transfert de l'ego, c'est un ego qui n'est pas bien ajusté, et ça peut se manifester, par exemple, chez des hommes ou des femmes, qui aimeraient prendre la parole, qui aimeraient partager leurs perceptions et leurs dimensions, mais qui n'y arrivent pas encore, parce que elles ont des programmes de dévalorisation de soi. Et surtout, c'est très, 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 très actif chez les hommes, parce que, chez les hommes qui rentrent en contact avec moi, parce que vu que je suis une femme, et que j'ai cet aspect, on va dire, assez masculin, mais aussi assez chiant, j'ai le côté chiant de la femme, ça renvoie encore plus à l'infériorité de l'homme. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un homme que d'être soumis par une femme. Au niveau de sa masculinité, ça s'appelle la castration. Et l'homme ne peut pas être soumis par la femme. Ça ne veut pas dire qu'il va dominer la femme. Ça veut dire qu'il a sa juste place en tant que masculin. Moi, mon travail aussi, c'est d'amener l'homme à épouser intégralement son masculin. On dit masculin sacré, oh, c'est pas la peine de mettre le mot sacré, de toute façon, c'est le masculin, point final. Bien sûr, sans dominer la femme, sans l'écraser, mais à le réintégrer, à l'épouser. Et j'ai plus ce travail à faire avec les hommes, c'est vrai que parce que, en fait, c'est lié à mon karma, c'est-à-dire que j'ai un karma de castratrice, donc je dois réparer aussi. On a toujours besoin de réparer, il faut pas croire, Même Bernard, il avait un karma. Il faut voir aussi la dentition qu'il avait, le mec, il avait plus de dents. Il avait son karma et il avait sa contribution, il avait ses réparations à faire aussi. Donc moi, mon job, c'est aussi d'aider les hommes à épouser leur masculin, à le vivre, parce que l'homme est un dieu et la femme est une déesse. Point final. La femme doit devenir une déesse, l'homme doit devenir un dieu. Au sens noble, au sens réel. Et moi, j'aime l'homme avec un grand H. J'aime l'homme dans son principe masculin et dans son principe féminin. Cet amour est un amour détaché de tout émotionnel et de tout sentimentalisme. Donc s'il y a des personnes qui font des transferts amoureux sur moi, j'identifie instantanément le transfert. Je ne souhaite pas nourrir de sentimentalisme. Pour moi, le sentimentalisme, c'est de la colle, c'est de la merde. Ça colle à la peau et ça amène que de la souffrance. Et ça rend pas intelligent. Donc c'est un peu abrupt, c'est un peu sec et un peu froid, mais c'est puissant. J'aime l'homme et la femme dans leurs principes masculins et féminins. Comme une science. Et non pas comme une espèce de spiritualité niaiseuse et de sensiblerie régressive. Et là où j'ai le plus de joie, là où j'ai le plus de kiff, c'est quand je vois enfin une personne qui est
qui s'aime, qui enfin s'aime dans tous ses aspects. Et pour l'homme, donc je l'ai dit, je sais plus, parce que en fait j'oublie pas mal de choses que j'ai dit ou pas, donc tant pis, après je radote un peu, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est toujours dit de manière quand même différente, c'est que l'homme, le grand défi de l'homme du 21e siècle, dans ce contexte de féminisme foireux, parce que le féminisme, le problème de la tendance du féminisme, c'est que les femmes, elles veulent être l'égale des hommes en utilisant les mêmes outils, les mêmes armes de destruction de l'homme du passé. Parce que l'homme n'a jamais été un homme. L'homme a été destructeur. L'homme a été destructeur pour la femme. C'est pas un homme, ça. Un homme qui est destructeur et qui soumet sa femme, c'est pas un homme. C'est juste un mec qui sait pas se maîtriser lui-même et qui utilise la force et la violence. Donc, les femmes, les féministes, elles veulent utiliser ça. Elles utilisent de la violence et de la répression pour castrer, émasculer l'homme. Mais c'est débile. Le féministe réel devrait aimer le principe masculin. Pour pouvoir ensuite réintégrer le principe féminin. Parce que pour que la femme intègre son principe féminin, il faut qu'en face, elle ait des hommes. Il faut qu'il y ait un homme en face, il faut qu'il y ait des hommes en face, dans leur masculinité. C'est une question d'équilibre. Il n'y a pas à chier là-dessus, il n'y a pas à faire des théories du genre foireux. Il y a un principe féminin, un principe masculin, point final. Après, je dis pas qu'il n'y a pas tout un arc-en-ciel des genres. Par exemple, moi, j'ai une grosse part de masculinité. Il y a des femmes qui ont moins de part de masculinité. Ça, c'est encore autre chose. Chez les Amérindiens, par exemple, il y a 7 genres différents. Et puis, au milieu, il y a vraiment un être très, très androgyne. Donc, voyez, là où c'est subtil ce que je dis, c'est que je ne suis pas en train de nier cette réalité. Mais là où j'insiste, c'est sur la notion de principe féminin et de principe masculin. Parce que c'est comme ça qu'on s'équilibre, en réintégrant notre part de féminité, de masculinité, dans les proportions qui nous correspondent, pour vivre l'harmonie avec l'autre, et non vouloir désirer ce que, je veux dire, la femme mal dans sa peau, qui veut prendre à l'homme ce qui lui manque, c'est pas bon. Mais c'est aussi parce que la femme, elle doit intégrer sa part de prédation, parce que la femme est prédatrice dans sa jalousie liée à son karma d'être inférieure. Donc la femme a souffert d'infériorité, donc c'est une jalousie pour l'homme, donc elle veut lui prendre ce qui lui a manqué. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est que c'est en intégrant pleinement son principe féminin qu'elle va se réaliser. C'est pas en prédatant et donc en équilibrant avec son prédateur. Et pour l'homme aujourd'hui, dans ce contexte donc d'ultraféminisme et de castration à outrance, c'est d'intégrer son prédateur chasseur, celui qui s'impose, celui qui est pas gentil, celui qui dit tu fermes ta gueule maintenant, espèce de grognasse mal baisée. Il y en a combien des nanas mal baisées qui peuvent pas s'empêcher de parler, et j'en suis un bel exemple. Eh ben oui. Parce que les femmes mal baisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de maîtrise. Je parle pas au sens littéral du terme, hein, parce que tu peux ne pas faire l'amour et être une bien baisée. C'est par rapport à l'énergie. Mais les femmes qui gèrent pas leur énergie, elles vont dans le surmental. C'est insupportable parce que ça tend à l'hystérie. Et il y a des hommes aussi qui font ça. Je prends l'exemple de Éric Zemmour. C'est un homme hystérique. Mais pas que. Il y en a plein. Puis alors le pire, c'est les hystériques les hommes hystériques qui se contiennent, comme Michel Onfray. Oh, alors ça fait des espèces de mecs qui sont en transpiration, en sueur, là, c'est moche. Mais tout ça, c'est des problèmes d'énergie, des problèmes de drainage de l'énergie, quoi. La sexualité permet aussi de créer un rééquilibrage des énergies, mais souvent le grand problème chez les femmes et les hommes, c'est que à l'âge où ils devaient vivre pleinement leur sexualité, donc 20 ans, 25 ans, 30 ans, tout ça, ils ne l'ont pas vécu. Soit ils étaient trop dans les études, ou trop dans je sais pas quoi, ou trop une femme avec son mec et femme au foyer, enfin mère de famille et tout, et qui n'a pas pleinement vécu sa sexualité.
et dans la découverte, dans l'expansion, tout ça, et qui après en souffre parce qu'elle n'a pas intégré cette part animale d'elle. Donc elle est dans le... elle réfrègne. Ça, c'est pas bon du tout. Ça conduit aussi à l'hystérie. Donc l'homme, il doit réintégrer son prédateur, obligatoirement, pour équilibrer. L'homme, c'est aussi un prédateur. L'homme, c'est un chasseur à la base. Et la femme, c'est une protectrice. Mais si elle n'a pas rééquilibré, elle, avec son prédateur, elle devient plus une protectrice, elle devient une castratrice. À force de vouloir garder, préserver, elle détruit, quoi. Non. La femme n'est pas propriétaire de l'homme. En aucun cas. Et en aucun cas, l'amour pour une personne ne doit induire de quelconque condition. L'amour est inconditionnel. Si tu aimes, c'est sans condition. Donc si l'homme que tu aimes a besoin de faire des expériences du type rencontrer plein de femmes, coucher avec plein de femmes, c'est son problème et toi tu n'as pas le droit d'intervenir là-dessus. Et ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas à négocier, c'est comme ça. À partir du moment où tu mets des conditions, c'est que tu commences à t'établir des droits de propriété sur l'autre et que tu rentres dans de la castration. Donc c'est interdit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'homme qui doit réintégrer son prédateur. L'homme aujourd'hui, donc il y a le féminisme et il y a la spiritualité. Ça, c'est les deux grands problèmes de notre époque. Donc l'homme, de par son karma, a peur de faire mal à la femme, a peur de se comporter comme un salaud. Mais à force d'avoir peur de se comporter comme un salaud, il réfrène son prédateur. Et il s'autodétruit parce que un prédateur réfrégné est une force de destruction retournée contre la personne. Donc il s'autodétruit. Donc l'homme, il doit aussi être en phase avec son côté salaud. Tout comme la femme doit être en phase avec son côté salope. La femme, c'est aussi une salope qui aime se faire baiser. Faut arrêter de jouer les prudes. Faut arrêter de jouer les saintes nitouches, putain. Ça suffit. Donc l'homme, c'est aussi un salaud, c'est aussi un séducteur, c'est aussi un chasseur. Et il doit être en harmonie avec cette part-là de lui. Aussi. Voilà.